Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis toujours en vie, je suis là, j'existe encore, mais il m'a fallu du temps avant de digérer ce pay-per-view Money in the Bank que beaucoup ont dû déjà voir depuis un bon moment, que beaucoup ont dû peut-être déjà oublier, mais il m'a fallu du temps pour en parler et je vais vous en parler. Bah voilà quoi, ce show ne répond toujours pas aux attentes que j'ai placées envers la WWE depuis des mois. J'ai des attentes, j'ai des souhaits, je suis hypé par, par certaines choses, j'ai des idées, j'ai du fantasy booking en moi. Il y a toujours des possibilités, toujours plein de choses à faire, et puis au final, ben, il n'y a rien. La facilité, originalité zéro. On ne cherche pas à créer, on ne cherche pas à innover, on ne cherche pas à surprendre. Juste la base. Paf! Voilà, on nous balance le premier choix finalement, le choix le plus basique au monde, à la figure. Et voilà, il faut qu'on bouffe cette merde. Et c'est à chaque fois la même chose. La même chose, encore, encore et encore. Bref, on va passer les matchs en revue très vite, hein, parce que j'avais limite pas envie de la faire cette vidéo, mais je vais la faire, parce que c'est la passion. La passion est toujours là. Mais c'est vraiment difficile avec la WWE quand on nous fait ça, quoi. Alors allez, on va passer au kick-off. Donc le club contre The Bludgeon Brothers. Bah, comme prévu, bien sûr, victoire des Bludgeon Brothers. Et un match qui n'était pas si dégueulasse que ça pour un match de kick-off. Enfin, moi, j'ai trouvé plutôt agréable même. Il y a eu une longue phase de domination des Bludgeon Brothers, hein, notamment Karl Anderson qui a pris cher. Il y a eu enfin le hot tag sur Luke Gallows. Et puis finalement, bah, il y a eu une tentative de Magic Killer, mais Eric Rowan est arrivé. Paf, crossbody. Et puis on a fini ça avec un powerbomb. Et puis terminé. Victoire donc de Luke Harper qui couvrait, je crois, Luke Gallows pour le tombé final. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus. Il n'y a aucune surprise. Ce sont des destructeurs, les Bludgeon Brothers, donc de toute façon, il fallait qu'ils gagnent. Et puis c'était qu'un match de kick-off, donc on savait déjà qu'il n'y aurait pas de changement de titre. Et puis il va y avoir déjà une histoire avec Daniel Bryan qu'on a pu déjà voir. Peut-être que ça va conduire au retour de la team Hell No. Peut-être une team avec Ambrose, peut-être une team Bryan avec Cena. Mais un programme a l'air de se profiler à Extreme Rules entre les Bludgeon Brothers et Bryan et un partenaire mystère, on va dire. C'est étonnant comme choix. C'est peut-être pour occuper Bryan en attendant une feud avec peut-être le Miz à SummerSlam. On a le temps d'en reparler. Allez, le show, la carte principale. Alors, Daniel Bryan contre un lutteur que je ne peux pas citer, que je ne peux plus citer puisqu'il n'est plus là. Donc, on va dire que c'est un homme de 7 pieds. Voilà, un grand homme de 7 pieds, donc, contre Daniel Bryan. Donc, pour cet opener, bah, voilà quoi. Toujours pareil, hein, ce grand homme là, il est limité quoi. Il est limité, c'est toujours pareil. Et puis il a des jambes tellement interminables on a qu'une seule envie, c'est de s'en prendre à ses jambes. Et c'est ce que Daniel Bryan, en bon technicien qu'il est, évidemment il s'en donne à cœur joie. Des clés de jambes en veux-tu, en voilà. Des coups sur les jambes, sur les genoux, les articulations forcément. Bon bref, les torsions, les dragon screws. Il y en a plein, il peut faire tout ce qu'il veut avec les jambes de cet homme. Bref, la durée est beaucoup trop longue pour cet opener. Déjà, ce choix-là d'opener est très surprenant. Moi, j'aurais mis le Money in the Bank féminin. Vous savez, vous connaissez ma petite, mon petit violon d'ingre. C'est lorsqu'on a des shows comme ça spécifiques, c'est de commencer et de clôturer par par le match spécifique. Elimination Chamber, Elimination Chamber, Rumble, Rumble, Money in the Bank, Money in the Bank, etc., etc. Bref, j'aurais mis ça. Puis Cass Bryan, c'est vraiment pas un match qui a le profil d'un opener. C'est pas avec ça qu'on va soulever les foules. Bref, un quart d'heure, beaucoup trop long, beaucoup trop long. Donc Cass limité, pas de variété dans son catch, un catch très chiant. Et puis à la fin,
il fait comme si, il y a un moment bizarre où il fait comme s'il avait une idée en tête. Il regarde à l'extérieur, on se dit mais qu'est-ce qu'il va nous préparer? Il met des heures à agir et finalement il porte un torture rack sur Brian, prise qu'il avait déjà faite juste avant dans le match. Donc on se dit mais alors c'était quoi son idée géniale puisqu'il ce torture rack il l'a fait juste 2 minutes avant. Euh, et puis finalement il se fait surprendre comme ça et la sanction bah du coup c'est la victoire quoi. La victoire sur le heel hook, hein, le nouveau nom du yes lock, c'est le heel hook. Euh, et il perd comme à Backlash, donc sur un abandon, sur cette espèce de knee bar. Ben voilà quoi, la sanction, on l'a appris le lendemain, il s'est fait dégager, il s'est fait virer. Beaucoup trop de casseroles. Le sortir du script avec le nain. Visiblement, il a défoncé une porte de toilette dans un car, il était pas content, est-ce qu'il était bloqué, il est claustrophobe. Il a aussi tenté de revenir auprès de Carmella, de lui demander une seconde chance, de renouer. Carmella a été prise par le bras visiblement, et puis il y a eu d'autres catcheurs qui ont vu la scène et qui ont prévenu la direction, on va dire. Hein. Il y avait Rick Rowan notamment qui était là. Bref, ça faisait beaucoup trop de casseroles pour cet homme et qui a été donc viré Manu Militari. Donc qui se ressemble s'assemble, hein, j'ai envie de dire, par rapport à son ex-partenaire, hein, le petit Rital qui joue les Kaira de rappeur là. Bref, ça va dégager et c'est pas plus mal, hein, puisque de toute façon, au niveau in-ring, il n'apportait rien, mais vraiment rien. Donc, il va pas nous manquer et du coup, bah, on va enfin peut-être pouvoir passer à autre chose et voir est-ce que le phare de la WWE se dirige vers d'autres personnes qui le méritent bien plus que lui. La note, match vraiment voilà moyen, très moyen, 5 sur 10. Match suivant, Lashley contre Zayn. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est encore un. C'est un. Alors, c'est pas un squash parce que ça a duré 6 minutes 35, mais c'est un quasi-squash. Match à sens unique. Lashley n'aura été jamais inquiété durant ce match. Et on savait bien qu'il fallait des matchs courts hein, dans ce pay-per-view. Ben voilà déjà un. Et toujours avec des mêmes prises de la part de Lashley. Brise-rein, écroulement au sol, vertigo à plusieurs reprises. Bref, c'était chiant. On se dit, mais tous ces segments là, tout ce qu'ils nous ont fait là pour builder le match, ces segments à la con, aussi boring et long que ça, tout ça pour avoir un match de 6 minutes 35 à sens unique, quoi. Tout ça pour ça. Bref, je peux rien mettre d'autre de plus. Victoire, bien entendu, archi prévisible de Lashley qui va monter, qui va avoir notamment un match pour être number one contender face à Lesnar. Ça sera à Extreme Rules, dans un match à multi-person match avec Roman Reigns qui sera là aussi. On attendra de voir les 4 autres adversaires. Voilà, donc il va monter. Bref, la fin de la rivalité, ça fait du bien parce qu'elle était bien pourrie. Match 2 sur 10, donc la note, je peux pas donner plus, c'était de la merde. Match suivant, championnat intercontinental, Seth Rollins contre Elias. 17 minutes, un temps quand même assez important aussi. Et un bon match, enfin. On sortait des 2 matchs bas les couilles. Là, on a enfin un bon match, du suspense. Hein, Elias pouvait gagner, on pouvait y penser pendant le match. Elias aura très bien paru dans ce match. Et au final, bon, bah, il se fait surprendre bizarrement par un roll-up. Mais avec une prise du pantalon de la part de Rollins, hein, ce qui est assez bizarre de la part d'un babyface de finir comme ça. Au moins, ça le mérite, ce finish a le mérite de ne pas décrédibiliser Elias. Donc voilà, il aurait pu aussi. euh, euh, Rollins aurait pu gagner aussi sur une disqualification d'Elias. Hein, ça aurait pu être aussi une autre façon de ne pas de le protéger, de ne pas le décrédibiliser. Ils ont opté pour une victoire allez, un peu trichée, on va dire, de la part de Rollins. Euh, et bref, l'alchimie était au rendez-vous. Hein, une bonne alchimie entre ces deux hommes. Ça mériterait un rematch, même si maintenant c'est terminé, il n'y aura pas de rematch, en tout cas pas tout de suite, hein, au vu des événements qu'il y a eu après. Bref, un bon match, le premier bon match de la soirée, je l'ai noté 6 sur 10, j'aurais pu mettre 6,5. En tout cas, plus que la moyenne, ça c'est sûr, c'était un bon match. Un bon match. Euh, et je pense qu'Elias aura sa chance ultérieurement. La surprise, c'est que Seth Rollins a perdu son titre intercontinental dès le lendemain à Raw face à Dolph Ziggler. Euh, il- sur notamment une intervention, enfin une déconcentration de la part
de Drew McIntyre. Ça va peut-être vendre une feud entre McIntyre et Rollins, peut-être Ziggler-Rollins, parce qu'il va y avoir le rematch hein, demain à Raw entre les deux. On va voir. En tout cas, ça annonce probablement un programme pour Extreme Rules autour de Ziggler, McIntyre et de Rollins. Peut-être avec un Ambrose en plus. Bref, on va voir. C'était un choix étonnant, mais peut-être que ça veut dire qu'ils veulent monter Rollins et notamment l'intégrer au fameux multi-person match qui est prévu, donc et de le dégager du titre intercontinental pour se concentrer vers le titre universel. Mais je pensais pas que ce règne de champion intercontinental allait être si court pour Rollins, à moins qu'il ne récupère le titre ultérieurement, on ne sait pas. On verra bien. Euh, En tout cas, voilà, comme je vous disais, 6 sur 10, un bon match. Match suivant, déjà, je le voulais dès le début, mais bon, ça arrive que maintenant, c'est le Money in the Bank féminin avec Lana, Natalia, Alexa Bliss, Charlotte, Ember Moon, Becky Lynch, Naomi et Sasha Banks. 18 minutes 30, un bon temps aussi, 18 minutes 30. Et ce qui frappe, moi ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la même remarque que pour le Rumble féminin, c'est le travail. Ce match a été putain de travailler, putain de chorégraphier, préparé sérieusement. Vraiment, on l'a senti. Alors, les mauvaises langues diront peut-être même un peu trop chorégraphié, mais il y a du taf. Il y a du taf, on ne peut pas dire le contraire. Il y a eu des spots marquants. Les filles se sont vraiment bien données. J'ai bien aimé le découpage aussi, parce que quand il y a 8 filles, c'est difficile de donner de la lumière à tout le monde. Et chacune aura eu ses moments. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Même Lana, quand même, qui est très probablement la moins bonne lutteuse du lot parmi ces 8 filles, je l'ai trouvé pas mal du tout. C'est peut-être même le meilleur match que j'ai vu de la part de Lana. Elle s'est vraiment pas mal débrouillée, en tout cas à son niveau, hein, à son niveau, en tout cas dans ce qu'elle est capable de faire à son niveau, qui est le faible. Elle a été plutôt propre. Euh, et ça, franchement, c'est pas mal d'avoir vu toutes ces filles avec un bon découpage, pas de temps mort, du suspense même pour savoir qui allait gagner. Alors, c'est vrai que le côté un peu trop chorégraphié, le fait de se dire, bon, bah en fait, on a l'impression que c'était presque comme un gauntlet match, c'est-à-dire une fille qui était seule dans le ring, et puis t'en as une qui était à l'extérieur et qui arrivait sur le ring, en gros pour dire, bon, bah fais-moi face, quoi. Et puis, on attendait qu'une fille à nouveau se casse la gueule et sorte du ring pour en avoir une nouvelle qui allait arriver, comme un gauntlet match, et se dire, bon, bah voilà, allez, un nouveau duel, on attend encore qu'une autre se casse la gueule, on attend que l'autre fille arrive, bref, etc., etc. Une espèce de boucle, un peu dommage. Ça méritait davantage d'action à plusieurs. C'est dommage. Euh, mais alors le final, incompréhensible. Pourquoi Alexa Bliss? Pourquoi? Il y a quelque chose d'incompréhensible qui s'est passé. J'ai regardé les cotes avant le match. Natalia était favorite depuis le début, depuis des jours, même des semaines avant le Money in the Bank. Natalia était la favorite parce qu'évidemment, il y avait énormément de rumeurs sur un cash sur Ronda, puisque c'était sa copine. Mais à 2-3 heures du show, quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus, oui. Enfin, en tout cas, dans les dernières heures avant le show, Alexa Bliss est passée favorite du match. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que, à la dernière minute, Alexa Bliss soit devenue la favorite. Bref, les bookmakers avaient raison. Choix très bizarre puisque elle sortait d'un très très même trop long règne de championne. Elle n'a perdu son titre qu'il y a même pas 3 mois à WrestleMania. Donnez votre chance à quelqu'un d'autre. Donnez sa chance à une autre fille. Pourquoi encore? Pourquoi Bliss? La facilité, comme je vous disais, les choix faciles, la base, pas d'originalité, pas de prise de risque, rien. Et puis Alexa Bliss, elle, c'est pourquoi? C'est pour qu'elle refuse avec Nia Jax et pour qu'elle reprenne sa revanche et lui reprenne sa ceinture sur, sur le match donc de, de WrestleMania, qu'elle prenne sa revanche. Voilà, c'était juste ça l'histoire en fait. Euh, alors après, bon, on parlera du cash après, mais le choix, je ne comprends pas. Il y avait un million d'autres choix possibles, même pratiquement toutes les autres filles d'ailleurs, mais
tout sauf Bliss, quoi. Pourquoi Bliss? Y a pas besoin. Y a pas besoin, ce choix est con. Alors, mis à part ce choix, donc que je ne comprends pas, euh, le match était très bon et je peux même vous dire que c'est peut-être même, je pense, mon match préféré de la soirée. Je ne pensais vraiment pas ça et ça a été mon match préféré parce que il a été vraiment euh, très bien préparé. Il paraît qu'il y a même eu des live shows qui ont été annulés. Enfin, certaines filles n'ont pas disputé de live shows pour s'entraîner et préparer ce Money in the Bank. Et on l'a senti qu'il y a eu du boulot, du taf. Ils l'ont fait comme au Royal Rumble. Ils ont travaillé ça. Et je pense qu'il y avait peut-être aussi, quelque part, quelque chose à se faire pardonner par rapport à l'an dernier. Et cette horreur avec l'intervention d'Ellsworth, on s'en souvient. Là, ils ont sauvé le truc. Et c'était vraiment un très bon match. Voilà, très bon match. 7 sur 10. 7 sur 10. J'étais content. Match suivant. Là, c'est la pause pipi. C'est la pause où le public se lâche, quoi. Reigns contre Mahal. 15 minutes 40. C'est trop long. Encore. 15 minutes 40. Le public, comme je vous disais, a boudé le match très vite. Rien à foutre. Puisque de toute façon, personne n'en avait rien à foutre de ce match depuis le début. Des chants complètement divers et variés. Rusev Day, Velveteen, Johnny Wrestling, Boring, This is Awful, etc., etc. La Beach Ball, bien entendu. Le public qui fait la hola. Bref. Et tout ça, ça résume le match finalement. Il n'y a même pas besoin de regarder ce qui se passe dans le ring. Vous écoutez le public, vous regardez ce qu'il fait et voilà, vous comprenez ce qu'il y a sur le ring finalement. Donc personne n'en avait rien à branler. Et donc un match, bah, encore une purge quoi. Une purge, rien à battre. Et puis Reigns wins lol quoi. Reigns wins lol. Et la petite originalité, on va dire, et encore, c'est du classique WWE avec Sunil Singh qui fait mine d'être handicapé sur la chaise roulante et qui, bien sûr, se lève, sort de sa chaise derrière le dos de l'arbitre pour pousser Reigns contre le poteau. Il tente de le faire une deuxième fois, mais cette fois-ci, il se fait contrer. Il prend même un spear. Et puis voilà, bah, il termine le match sur un spear 1, 2, 3 lol, quoi. 1, 2, 3 lol. Voilà, et puis Reigns qui va monter vers, bien sûr, donc le match, multi-person match, pour être peut-être pour affronter Lesnar à SummerSlam, ce qui semble quand même assez probable. Bref, bah, c'est un match de niveau Raw dont personne n'avait rien à foutre. 4,5 sur 10, voilà, une purge, et j'en dirai pas plus. Match suivant, Carmella contre Asuka pour le championnat féminin de SmackDown. Alors, j'avais lu les news quelques heures avant, une heure avant. D'ailleurs, pour ceux qui suivent ces salles catch avec l'ami Feuillant, l'ami Sturi, Feuillant a eu la gentillesse de me reprendre, puisque j'avais annoncé sur le chat euh, la breaking news qui annonçait l'arrivée, en tout cas la présence de James Ellsworth à Chicago. Effectivement, il était présent, donc on l'a appris juste avant, et donc forcément on pouvait se dire qu'il allait intervenir. Si c'était pas dans le Money in the Bank féminin, c'était probablement pour faire gagner Carmella. Et c'est ce qui est arrivé. Il est arrivé déguisé en Asuka avec le peignoir, le masque. Évidemment, Asuka n'a pas compris. Elle se dit mais c'est moi ça, c'est mon double. Elle fait les gros yeux, elle comprend pas. Et puis évidemment, aucune surprise. Hein. Tout ce qu'on attendait, c'est que Ellsworth enlève son masque et puis monte sa gueule. Et on le savait que c'était lui. Et voilà. Et puis derrière, Carmella en profite. Et 1, 2, 3. Là, maintenant, c'est terminé. De toute façon, maintenant, la streak d'Asuka, maintenant, vraiment, c'est fini. Elle avait abandonné sur Charlotte, et là, maintenant, elle se prend même un pin. Elle se prend un pin. Donc maintenant, Asuka aura perdu de toutes les façons possibles. Bref, 11 minutes, ça va. J'en demandais pas non plus plus. Donc la durée est correcte, 11 minutes. Euh, et du coup, bah, moi, donc, du coup, sans surprise, j'avais jamais douté de la présence d'Ellsworth. Euh, Match peu emballant, on va dire. Asuka a fait son job. Elle a fait sa strikeuse, hein, le strong style qu'elle a. Carmella a joué sa partition aussi, le côté heel insupportable. Mais si t'enlèves, on va dire, ce petit effet de surprise, si on peut appeler ça une surprise, mais ce petit effet, elle est un petit peu original, enfin, de voir qu'on n'a pas forcément tout le temps. Si t'enlèves ce petit effet final, bah, le match, finalement, il est banal. Il est digne d'un weekly, quoi. Et puis, de toute façon, j'en attendais pas plus, hein, puisque de toute façon,
Carmella contre n'importe qui, c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis il n'y avait pas de build-up dans ce match, donc Asuka est arrivé un peu par hasard comme challengeuse. Ça va peut-être amener à un rematch, hein, puisque vu que là ça s'est pas fini vraiment très clean. En tout cas, il y a eu une déconcentration. Donc j'attends de voir. Peut-être qu'à Extreme Rules, il y aura une, un rematch. Et bah forcément, maintenant, il y a Ellsworth dans l'équation. Donc ça va pas être facile pour Asuka si elle veut récupérer le titre. Mais bon, à un moment donné, le run de Carmella, il va bien falloir qu'elle se termine. Donc 5 sur 10, je ne peux pas donner plus. Match suivant, Last Man Standing match entre Nakamura et AJ Styles. Match quand même assez attendu. Le énième match, hein, le match bah, déjà numéro 5, c'est ça, je crois, 5. Après une victoire chacun et deux matchs nuls, bah, c'était le dernier. Enfin, on espérait que ce soit le dernier et qu'il n'y ait pas encore un double compte qui aurait encore tiré le fil jusqu'à SummerSlam ou Extreme Rules. Bref, heureusement ils l'ont pas fait. Trop long, trop long. 31 minutes, 31 minutes, c'est colossal, colossal. Un bon 25 minutes, c'était déjà très bien. 31 minutes, c'est quand même fort de café. Match qui est quand même placé assez bas sur la carte, hein. Moi, je le voyais même en mini-event, hein. Donc, je suis quand même surpris du placement. Et puis, quelque part, c'était décevant aussi, puisque ça tuait tout le suspense et ça empêchait tout cash possible, hein, puisque le Money in the Bank masculin à ce moment-là n'a pas encore lieu. Donc, forcément, on pouvait se douter que du coup, il n'y aurait pas eu de cash de toute façon le soir même si le vainqueur était du côté de SmackDown. Euh, mais un match quand même assez intense, hein, assez bourrin, du suspense, public qui a plutôt bien embarqué. Ça aide, hein, aussi à rentrer dans le match. Un low blow chacun, hein, plusieurs Phenomenal Forearms, deux Kinshasa, un Styles Clash qui était plutôt pas mal, hein, qui était porté des escaliers directement vers le sol à l'extérieur, et puis un finish sympa avec un Phenomenal Forearm sur la table des commentateurs, avec la table qui s'écroule. Nakamura ne se relève pas et AJ Styles, lui, se relève juste à temps. Victoire d'AJ Styles, donc qui conserve son titre. C'est bien pour lui. Et mais comme je vous avais dit, moi j'avais pronostiqué la victoire de Nakamura parce que pour moi c'était maintenant ou jamais. S'il gagne pas, qu'est-ce qu'ils font derrière? Qu'est-ce qu'ils font de son heel turn? Alors il est beaucoup plus convaincant en tant que heel, mais sur le ring ça suit pas vraiment. Et du coup, si tu lui donnes pas une victoire significative, à un moment donné, ça va devenir compliqué. Si tu lui fais faire un heel turn, pourquoi tu lui donnes pas de victoire à ce moment-là? Enfin, c'est bien de changer de caractère, de personnalité, mais à un moment donné, il faut aussi que les victoires arrivent. Et il n'y a pas de victoire importante là. Bref, je sais pas ce qu'ils vont réserver à Nakamura pour la suite, mais c'est un peu. C'est dommage, c'est dommage. Donc finalement, ils vont diriger Styles vers quelqu'un d'autre. On a eu l'identité, hein, de son futur adversaire à Extreme Rules. Ça sera Rousseff, une petite surprise quand même. C'est bien pour Rousseff parce qu'il mérite et il va avoir enfin son spot, même si, à mon avis, il y a peu de chances pour qu'il gagne le titre, hein, mais sait-on jamais. Euh, mais c'est bien. Donc un nouveau challenger numéro un. Ça sera pas Samoa Joe. Je pensais à Samoa Joe. Ce sera pas The Miz aussi, auquel j'ai pensé. Finalement, il donne donc Rousseff, qui je pense est félicité pour son Rousseff Day, pour son Overness et qui vende bien des t-shirts et qui soit plutôt populaire ces derniers temps. Bref, ça peut faire un bon match. Pour Nakamura, bah, j'ai hâte de voir la suite, hein. Je sais pas ce qu'il lui réserve. Peut-être parce que Daniel Bryan là, il est occupé avec les Bludgeon Brothers, donc je sais pas ce qu'ils vont faire. Euh, bah, je sais pas, on verra bien. Mais c'est quand même dommage pour Nakamura. Le match était bon, hein, un bon last man standing, donc de l'intensité, du suspense aussi. J'ai j'ai juste trouvé que ça manquait un peu d'armes, hein, pour un Extreme Rules. Ça aurait mérité d'être un petit peu plus, on va dire, violent dans l'utilisation des armes. Là, ils ont utilisé table des commentateurs, des tables, des échelles, oui, des chaises, pardon. Le strict minimum, mais pas de kendo stick ou autre. Je sais pas, des menottes pour accrocher, oui, pour menotter, pour accrocher son adversaire à quelque part et pour l'immobiliser. Enfin, ça aurait pu aller un petit peu plus loin. Un peu dans l'esprit du match de Gargano Ciampa, quoi, hein, du Chicago Street Fight, un peu dans cet esprit-là. Ça aurait pu être un peu comme ça, mais ils l'ont pas fait. Bref, 7 sur 10 quand même, parce que c'était le deuxième ou alors premier ex aequo au niveau du meilleur match de la soirée.
Et ça le mérite, et c'est mérité. Match suivant, Ronda Rousey contre Nia Jax, la championne pour le titre féminin d'Euro. 10 minutes 50, ben c'est long, hein. Je pensais pas, je pensais que ça allait être beaucoup plus court que ça. Je pensais que ça allait être un squash, ou en tout cas un match abrégé, puisque Ronda, il est encore, bah, c'est son premier vrai match en 1 contre 1. Donc je pensais qu'elle allait pas rester trop longtemps, et finalement, bah, 10 minutes 50, c'est honnête. Ronda s'est pas si mal débrouillée, hein. Alors on voit qu'elle est encore très limitée au niveau des prises de lutte. Elle est quand même essentiellement sur des prises de MMA. Elle a apporté aussi une belle prise de judo aussi, hein, qu'on n'avait jamais vue sur un ring, hein, de catch. Euh, des très belles droites, hein. On voit qu'elle a quand même un background, hein, à ce niveau-là. Beaucoup évidemment de prises de soumission, hein, de armbar, enfin en tout cas elle a tenté. Euh, et puis ben voilà, c'est au moment où Nia Jax contre le armbar en se tenant comme ça, hein, pour essayer de ne pas lâcher, jusqu'au moment où elle commence à lâcher comme ça, et hop, au moment où le bras lâche, ben là on se dit ben c'est terminé, Ronda va faire abandonner Nia Jax, et puis finalement Alexa Bliss arrive par derrière et frappe Ronda Rousey avec la mallette, elle frappe tout le monde, elle frappe Jax, donc mais elle s'attaque surtout à Ronda pour éviter bah, justement qu'elle soit embêtée, donc elle la fout à l'extérieur, coup de mallette. Du coup, elle se retrouve en face à face avec Nia Jax, des coups de mallette aussi. Et puis finalement, elle porte son Twisted Bliss de la troisième corde et 1, 2, 3, elle devient la nouvelle championne d'Euro. Et bien voilà, même pas 3 mois, 2 mois et demi après avoir perdu son titre à WrestleMania face à Nia Jax, elle récupère déjà son titre. Cash, donc bien entendu le cash le plus rapide de l'histoire de l'histoire féminine, évidemment, puisque le précédent, qui était le premier cash, c'était celui de Carmella et qui a mis énormément de temps à arriver. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait, ça contrebalançait. Et donc, ils se disaient peut-être que, vu qu'on a vu la mallette quand même assez longtemps avec Carmella, on peut se permettre déjà de cacher le même soir, même si c'est une idée, je crois que je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, c'est un choix que j'aime pas trop. Moi, j'aime bien avoir la mallette, qu'on utilise un cash. C'est un peu dommage pour moi, j'aime pas trop les caches immédiats, même si l'idée est bonne. Dans le scénario, hein, elle cache, elle dégage tout le monde avec sa mallette. Et voilà, en opportuniste, en heal, hein, puisque en heal qu'elle est, elle s'impose. Mais du coup, ça lance un nouveau match contre Jax à Extreme Rules. Évidemment, c'était aussi dans le but que Ronda pète les plombs le lendemain à Raw, se fasse suspendre in kayfabe, et bien entendu, parce qu'elle a d'autres obligations personnelles, ça va lui permettre d'être absente pendant plusieurs semaines avant de revenir pour la Road to SummerSlam. Donc d'où le match entre Jax et Bliss à Extreme Rules sans la présence de Ronda, sauf intervention surprise bien sûr. Bref, voilà le but de l'opération. Mais Jax Bliss, on en a tellement soupé. La feud était tellement gênante avec ces histoires de bully là. On savait jamais si Nia Jax était heel ou face. Bref, ça m'emmerde. Mais d'une force terrible que ce soit qu'on ait à nouveau cette feud dont on sortait à peine. Et pourquoi Bliss quoi, encore comme choix. C'est un peu une espèce de Cena au féminin quoi. Et de Reigns au féminin. On nous l'impose quoi, on nous la force. On nous la force alors qu'il y a d'autres filles dans le roster. Mais on veut pas faire confiance à Ember Moon. Ils la trouvent trop green probablement. Euh, Sasha Banks, pareil. Bref, il y avait d'autres choix possibles. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, le fait qu'il y ait un cash immédiat, je me dis, bah, peut-être que finalement, bah, ce sera peut-être pas forcément un gars de SmackDown qui va gagner la mallette. Puisque du coup, il resterait plus qu'une mallette visible pendant l'année. Donc du coup, bah, elle pourrait être finalement des deux côtés. Puisque finalement la première mallette, celle de Bliss, a déjà disparu, donc il n'y a plus qu'une mallette en jeu, donc elle pourrait aller d'un côté comme de l'autre finalement, puisqu'il n'y a plus d'équilibre à avoir, vu qu'il n'y a plus, qu'une mallette. Le match, 4,5 sur 10, hein, c'était boring, hein. C'était boring, chacune a joué dans son style, hein. Elle a pris des bumps, hein, Randa. Elle a été ouais, projetée dans le coin, projetée contre la barricade à l'extérieur. Elle a pris quand même des coups, des grosses chutes, mais ça reste green. Hein. Je peux pas être trop méchant avec elle, mais c'est encore trop léger. Et du coup,
chacune a joué sa partition, on va dire, dans son style, un peu comme le match Asuka Carmella. Mais au final, bon, bah, c'est pas un super match, quoi, hein, faut pas exagérer non plus, hein. Alors heureusement, bon, on n'aura plus de Jack championne, c'est déjà pas mal, parce que son règne aura été vraiment boring as fuck. 4,5 sur 10, donc un match de qualité assez moyenne au final. Et peut-être un peu trop de prise MMA à mon goût aussi de la part de Ronda, parce que j'ai l'impression qu'elle ne sait faire que ça. C'est un peu comme Shayna Baszler. C'est le problème de ces filles de la MMA, hein. Quand elles arrivent et qu'elles veulent faire du catch, bah, va falloir se diversifier un petit peu, hein. Parce que faire que du MMA à un moment donné, on va en avoir ras le cul. Bref, voilà pour ce match qui ne rentrera pas dans les annales, même si on se rappellera que ce sera le premier match en 1 contre 1 de Ronda Rousey à la WWE. Match suivant, bah, c'est déjà le main event, le Money in the Bank masculin, avec Samoa Joe, Kevin Owens, Bobby Roode, Braun Strowman, The Miz, Rusev, Finn Balor et l'un des New Day. Alors ça a été un gros teasing, moi j'ai eu peur, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce que finalement Page ne va pas les disqualifier parce qu'ils n'arrivent pas à se décider, ils vont mettre un gars surprise. Allez, CM Punk à Chicago, soyons fous. J'avais pensé à l'idée folle de mettre Baron Corbin, mais même s'il est plutôt haro, donc il est haro, donc ça aurait peut-être été un peu compliqué. Mais comme il est maintenant le sous-fifre de l'autorité, peut-être il aurait pu rentrer aussi. Dean Ambrose ou Jason Jordan, j'en sais rien. Ça aurait pu être la porte ouverte pour un adversaire surprise. Mais finalement, bon, bah, la surprise était conne. Tout ça pour ça, ce teasing, tout ça pour que Xavier Woods monte sur son torse. Kofi, voilà, et que Kofi arrive. Bah bizarre, ils ont joué la facilité avec finalement le spécialiste des échelles. J'aurais pensé à Biggie. Bon, mais finalement, ils l'ont quand même mis en valeur dans le Gauntlet match de mardi dernier, où il s'est bien débrouillé face à Daniel Bryan d'ailleurs. Et il se dit d'ailleurs qu'il va y avoir sûrement quelque chose, un push pour Biggie en solo, sans qu'il y ait séparation des New Day pour autant, mais qui est plutôt des runs solo à venir pour Woods, pour Kofi, pour Biggie, mais avec surtout un gros push pour Biggie. On verra bien. Le match, 20 minutes, hein, donc un tout petit peu plus long que le match féminin, une bonne durée. Bah, En ce qui concerne le match, bizarrement, j'aurais moins apprécié ce match que le match féminin. Il y a eu évidemment des spots, hein. C'est évident, dans ce genre de match, il y a quand même des spots à retenir. Avec Brown qui se fait ensevelir sous des échelles à l'extérieur, près de l'entrée l'entrée des catcheurs. Bon, c'est du classique, hein. On a Kevin Owens qui chute bien sûr de l'échelle sur la table, directement sur la table, hein, et qui est poussé par Brown, hein. Ça fait une grosse chute de très haut. Le coup de grâce de Balor sur Bobby Roode, hein, directement du haut d'une échelle de l'extérieur vers l'intérieur, c'était pas mal. Et on a aussi Balor, hein, qui écroule tout le monde avec son Top Ecot Hero à l'extérieur. On a la double et puis même le début d'une triple accolade de Rusev aussi, hein, donc, qui durera pas. Mais une triple accolade, c'était sympa. Mais malgré tous ces spots là, il m'a manqué quand même quelque chose. Il m'a manqué quelque chose, un petit truc, un petit supplément de magie, de folie, ce que j'ai vu chez les femmes et que je n'ai pas vu chez les hommes, malgré les spots. À noter qu'il n'y a pas eu de table des commentateurs détruite, donc ils ont été plutôt sages à ce niveau-là. Et puis finalement, le truc qui me gêne, c'est que tout a été tourné autour d'un seul fil rouge. On l'a vu directement dans le kick-off, hein. On a vu Kevin Owens qui a essayé de parler à plusieurs personnes, à plusieurs participants, de proposer une alliance pour dégager Strowman, qui était l'homme à abattre, et puis ils ont tous refusé. Bref, et puis Kevin Owens finalement, il a dû se démerder tout seul. Et puis finalement, j'ai l'impression que tout ce match n'a tourné qu'autour de Strowman et Owens. Et finalement, les autres, ils sont passés presque pour transparents. Bobby Roode a été très très discret. Kofi, Balor, Rusev, oui, ils ont eu des petits moments. Euh, Samoa Joe aussi, hein. Ils ont chacun eu leur petit moment, mais ils n'ont pas été si présents que ça, hein. Pas été si présents, hein. Faudrait que je regarde le match à nouveau, mais j'ai pas eu l'impression qu'ils avaient finalement une telle présence dans le match. Le découpage donc était moins bon. J'ai trouvé moins bon, moins travaillé, moins soigné, et puis finalement tout tournait autour de Braun et Owens. Et puis voilà, une fois que Braun est sorti de cet amoncellement d'échelles, et puis il a détruit tout le monde, voilà, c'était fini. Owens, il s'est fait détruire sur la table. Et puis finalement, il est devenu indestructible, évidemment. Strowman, et puis il l'emporte. Donc pourquoi c'est le même problème que Bliss? Encore Strowman. Alors évidemment, il gagne tout. Évidemment, tu le mets dans n'importe quel match, il détruit tout.
Greatest Royal Rumble, ils sont 50, on s'en fout, ils gagnent. Euh, Bref, Money in the Bank, il gagne. Tu peux pas le battre. Donc il est booké fort, invincible, même surhumain. Mais c'est vraiment pas le profil d'un gars pour gagner le Money in the Bank. Pour moi, c'est plutôt un opportuniste, un gars qui a vraiment besoin de ça, qui a vraiment besoin de cette ceinture pour avoir une chance. Braun, il a pas besoin, il peut avoir son match quand il veut. Ça sert à rien. Euh, c'est un destructeur, donc lui, s'il veut kicker des asses, il le fait. Il intervient et puis il détruit tout le monde. Est-ce qu'il va arriver avec sa petite mallette là? Vous croyez qu'il va arriver? Et puis donner un coup de mallette sur la gueule de Lesnar ou de Reigns avec sa petite mallette? Alors qu'il a des mains énormes, il a un physique hors du commun. Est-ce qu'il a besoin d'une mallette pour arriver et se dire paf, j'ai donné un coup de mallette et puis voilà. Pas besoin de faire ça. Là, son match de championnat, il peut l'avoir facilement. Bref, il y avait encore plein de choix possibles. Tu pouvais la donner à Samoa Joe, qui pour l'instant est végète encore, il a encore du mal à monter en puissance. Le Miz était bien entendu le favori. Ils auraient pu lancer quelque chose avec Bryan. Alors il va sûrement y avoir un programme avec Bryan, mais ça aurait pu tourner autour de ça, avec un cash du Miz sur Bryan par exemple, si Bryan arrivait à devenir champion. Bref, ils l'ont pas fait, mais ça va être sûrement une feud sans mallette, du coup. Mais Braun, non, quoi. Et comme je vous disais, ben voilà, ils ont fait gagner un gars de Raw. Un gars d'Euro. Donc les deux gars, donc les deux personnes, les deux vainqueurs sont d'Euro. Et donc du coup, bah voilà, comme je vous disais, le fait qu'ils soient débarrassés rapidement de la mallette féminine, du coup, bah, ça pouvait éventuellement ouvrir à un vainqueur d'Euro. C'est ce qui s'est passé. Donc pour moi, bah, ils ont fait confiance au couple, entre guillemets, Alexa Bliss, Braun Strowman, hein, le couple du MMC, du Mixed Match Challenge. Euh, voilà, des choix contestables. Pour moi, c'était pas les choix qu'il fallait faire. Donc le match, il est pas mauvais, hein. Il est plutôt même pas mal, il est sympa, il y a des spots. On va dire, il y a le minimum syndical, on va dire, à ce niveau-là. Il y a eu des trucs marquants. Mais il m'a manqué un petit un petit truc. Un peu de magie. Du coup, le match féminin, qui était pour moi le meilleur match de la soirée, avec le Nakamura Styles, je lui ai donné 7 sur 10. Celui-là, je ne lui ai donné que la note du 6 sur 10. Pas plus que, même, ou 6,5 au plus. Mais, mais ça pouvait être, ça peut mieux faire, voilà. Pour moi, ça se résume à ça, peut mieux faire. Ils auraient pu beaucoup mieux faire. J'ai été un peu déçu. J'avoue, j'ai été un peu déçu. En plus, il y a eu de la hype avec Owens qui venait voir tout le monde en backstage. Je me suis dit, il va se passer un truc. L'histoire autour des New Day, du mystère. Bref, ça annonçait quand même pas mal de choses. J'étais hypé un dimanche soir, hein. Je peux vous dire que une heure, même pas une heure avant le match, avant le pay-per-view, j'étais hypé. J'en attendais beaucoup de ce match. Et puis finalement, bah, la facilité, quoi. Braun, encore une fois. Bref, voilà. Certains diront que c'est normal puisqu'il est booké fort, donc c'est normal qu'il gagne le match. Mais bon, c'est pour moi, il faut le donner à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui a besoin d'une opportunité. Rousseff, Samoa Joe, Balor, Bobby Roode, Kevin Owens. Peut-être pas les New Day, mais enfin, peut-être pas Kofi, mais au moins un des autres. Enfin, il y avait plein de choix possibles. Mais bon, voilà, voilà, voilà. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Money in the Bank. Ben voilà quoi. Donc c'est quoi ces choix de merde? Voilà, c'est ce que je disais dans mon titre. C'est quoi ces choix de merde? Ce show est malheureusement, il y a eu deux trois bonnes choses. Évidemment, le show est bien meilleur que Backlash, hein, c'était pas compliqué en même temps. Mais ça ne répond pas à mes attentes à nouveau. J'avais des attentes, j'avais des exigences. Pour moi, il fallait pas se rater. Alors, c'est pas un ratage complet, mais c'est encore plus qu'insuffisant. Et puis, il y avait trop de fillers qui ont alourdi, qui ont, on va dire, rendu le pay-per-view moins dynamique et puis surtout chiant. Tu pouvais faire. Il y avait tous ces matchs de weekly, là, le Cass Bryan, le Lashley Zane, Roman Reigns mal. Tu pouvais les foutre à Raw, ces matchs. Tu pouvais alléger la carte. Et ça aurait donné un petit peu plus de temps pour d'autres matchs. Et puis ça aurait peut-être donné plus de choses intéressantes. Là, trop de matchs. Et puis bah, beaucoup de conneries, beaucoup de matchs moyens médiocres. Euh, donc beaucoup de qualité inégale. Et je ne retiens que trois matchs. C'est le Money in the Bank féminin, pardon. Money in the Bank féminin. Elias contre Rollins et le Styles Nakamura. Je retiens ces trois matchs. Le Money in the Bank masculin un petit peu en dessous. Mais le reste, c'est du filler. Aucun intérêt. Euh, le néant, enfin, c'est des squash, enfin pas des semi-squash avec Lashley. Le reste, c'était des matchs un peu trop longs
qui aurait pu durer pas très longtemps, ou même ne pas avoir lieu du tout. Et donc, ouais, ce Money in the Bank masculin qui était pour moi un peu décevant, même s'il était pas mal. Il aurait pu ils auraient pu faire beaucoup mieux. Donc c'était un peu trop le minimum syndical à mon goût. Euh, et puis des choix de vainqueurs, beaucoup très contestables pour moi. Bref, le show, bah, je lui ai donné un peu plus qu'à la moyenne. 5,5 sur 10. 5,5 sur 10. Alors ce sera pas le pire pay-per-view de l'année, hein, puisque évidemment, Backlash va être très difficile à aller chercher à ce niveau-là. C'est meilleur, mais c'est pas assez. C'est plus qu'insuffisant. Extreme Rules qui s'annonce, à mon avis, ça va pas être non plus extraordinaire. J'attends donc SummerSlam surtout. Bref, bah, j'ai peur que l'été soit long. Avec cette longue attente là, j'ai bien peur qu'il va falloir attendre au-delà d'Extreme Rules. Voilà. Bref, ce show était pas terrible du tout. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais meilleur qu'à Backlash bien sûr, mais insuffisant. Insuffisant. Et beaucoup de matchs, bas les couilles, qui aussi ont enlevé un peu d'intérêt à ce pay-per-view. Voilà, on va conclure. J'ai fait beaucoup déjà 40 minutes hein, pour parler de tout ça et puis surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère pour parler de choses plus intéressantes parce que là, encore un show oubliable. Encore un show oubliable. Bref, restez fidèles. N'oubliez pas de liker. Je ne le dis pas suffisamment, mais j'ai besoin de likes pour la visibilité sur ma chaîne. Plus il y a de likes, plus c'est visible, plus il y aura de notifications sur les côtés que ma vidéo existe et qu'elle est dans les recommandations. Donc il faut des likes. N'oubliez pas, abonnez-vous aussi. On se rapproche des 100. J'ai envie de faire quelque chose pour vous remercier. S'il y a 100 abonnés, bah, je vous remercierai, je ferai quelque chose. J'ai pas en réfléchi, mais j'aimerais bien avoir mes 100 abonnés. Donc aidez-moi. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.